AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. Ça, c'est un Chromebook et son Everything Button. Pour tout trouver immédiatement. Vos fichiers, vos applis, ou bien des réponses en ligne. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir? Grâce au Everything Button, choisissez de tout trouver immédiatement. Choisissez Chromebook. C'est la foire au vin chez Auchan et Pagny. Dimanche 25 septembre de 8h30 à midi, venez découvrir et déguster une centaine de vins d'exception en présence de nos vignerons et négociants. Pour l'occasion, profitez de 10% de remise immédiate sur la bouteille de votre choix sur présentation du coupon à télécharger sur les pages auchan.fr ou Facebook Auchan et Pagny. Offre valable uniquement le dimanche 25 septembre sur présentation du coupon à télécharger sur les pages auchan.fr ou Facebook. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous, bienvenue dans Voilà la voix, la saison 2, épisode 7. Aujourd'hui, je reçois Thomas Dormois, comédien voix que vous avez forcément déjà entendu dans des pubs pour Google, Kinder ou KitKat, ou dans des séries comme Industrie, ou encore sur des livres audio ou des documentaires. Thomas, il est passionné depuis l'enfance, il joue avec sa voix autant qu'il le travaille, entre plaisir et rigueur. Et dans cette émission, on va découvrir son parcours, ses expériences et puis sa vision du métier en constante évolution. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Alexis, bah ça va, merci de m'inviter. Eh ben merci à toi. Écoute Thomas, quand est-ce que tu as appris ce qu'était une voix off? Et comment tu en es devenu à devenir comédien voix? Voilà, résume-nous un petit peu ton Ouais, parcours. bah écoute, par une voix, comme tout le monde, j'ai ma petite histoire, mais j'ai commencé à faire de la voix assez rapidement, vers 22, 23 ans. Ça a été un peu le hasard total. Je me suis retrouvé au téléphone avec une personne, en fait, qui a bien aimé ma voix, qui l'a proposé sur son projet. J'ai été pris comme ça. Puis après, je me suis lancé à pleine balle dedans. J'ai répondu à un casting ouvert. Un peu une chance sur 1 million et je l'ai eu. Donc voilà, avec ça, je me suis directement lancé. J'ai investi dans un peu de matériel. À l'époque, on est en 2015 peut-être. Ouais, ouais, c'est ça, 2015, fin 2015, 2016. Et donc je me suis lancé tout bêtement comme ça. Et après, je me suis formé au fur et à mesure. J'ai un peu tout fait à l'envers, mais je me suis formé au fur et à mesure au doublage, au livre audio, à tout ce qui est dans la voix. Et comment c'est venu cet appel? Parce que tu avais forcément des prédispositions, on t'a pas appelé comme ça pour faire de... En fait, je travaillais, moi, j'étais stagiaire dans une boîte qui vendait des voix. Donc, Ok. c'était une agence, elle était située à Londres, et moi, j'étais dans la partie business. Donc, en gros, je faisais des castings, je faisais des devis, des trucs comme ça, ce qui me barbait, ce qui m'a vite barbé. Et en fait, à un moment, il y avait justement cette dame, c'était pour un e-learning, vraiment une petite introduction, hein, pas un projet avec une quelconque envergure. Et il y a cette dame qui m'a dit, bah, en fait, toutes les voix que vous me proposez là, c'était des grosses voix, surtout c'était vraiment encore bien la mode à l'époque. C'est vraiment des grosses voix graves, tout ça, qui font très bande-annonce, vraiment la voix du announcer en anglais, quoi. Genre, et elle m'a dit, bah, moi, je voudrais plus une voix comme la vôtre. J'ai essayé d'en trouver. Je lui en ai envoyé et il m'a dit non, en fait, je préfère votre voix. Donc si vous pouvez le faire, moi ça me va bien. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Incroyable l'anecdote, quoi. Ouais. Tu vends des voix, enfin, c'est toi qui est en charge de proposer des voix, et en fait, la meuf Ouais. l'entend et voilà, elle tombe sous le Ouais, charme. c'est ça, par téléphone. Mais comme ça arrivait à beaucoup de gens, hein, de se faire remarquer par téléphone. Après, voilà, j'ai fait ça vraiment au culot, en fait. Hmm. En me disant, bah d'accord, peut-être tu pourrais être un peu timide ou ne pas vouloir le faire. Moi, j'ai tenté, j'ai loué un studio, puis j'ai fait ma première voix comme ça. Comme quoi, la prospection vaut mieux par téléphone. Par mail. Ça On marche nous mieux. entend et voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai été sur ton site, tu te présentes comme un beau et fringant jeune homme. Oui, bon, de moins en moins, mais ouais. Passionné de voix depuis l'enfance, tu étais déjà derrière un caméscope à 7 ans à inventer des histoires. Ouais, Est-ce que cette part d'enfant joueur t'accompagne encore aujourd'hui je pense, ouais, ouais. Bah, moi, c'est ce que j'aimais faire, hein. J'aimais prendre le caméscope de ma mère et de prendre. J'avais des warmers, c'est des petites figurines que tu peins.
je peignais très mal, donc c'était tout dégueulasse, ça débordait de partout. Et je faisais des petites histoires. Et j'essayais de faire une sorte de stop motion, tu vois. Donc je faisais une image, j'arrêtais, je reprenais, je les faisais avancer, tout ça. Et je faisais des histoires, des films, ça durait des heures, le truc. C'était pas de grande qualité, mais en tout cas, ça durait longtemps. Et puis après, bah, je faisais les voix par-dessus. Et j'adorais faire ça. Ça ça m'a ça m'a passionné, mais pendant jusqu'à mes 14 15 ans, quoi. Ok. Et c'est d'où cette passion-là qui t'a emmené vers le métier, justement, où tu vendais des voix? Où tu Bah, veux vraiment travailler pas, dans la pas vidéo? vraiment, parce qu'après, j'ai eu une vision du travail très, tu vois, très corporate, de me dire, bon, voilà, c'est rigolo de s'amuser, de jouer, mais pour moi, c'était pas un métier. Et puis bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et quand je suis arrivé, comme je t'ai dit, vers 22 23 ans, et que j'ai eu ce casting par chance plutôt, bah après je me suis lancé en me disant, mais en fait, ça me plaît 100 fois plus que d'envoyer des devis et de faire des castings, quoi. Et après ce casting, comment ça s'est passé? T'as eu direct des projets, ça s'est lancé? Ou est-ce qu'il y a eu une Hum, transition? j'ai pu en vivre assez rapidement au bout de enfin, en fait, je me suis lancé directement à plein temps. Je me suis pas dit que j'allais attendre que j'allais attendre quelques années pour voir comment ça se passait. Je me suis pas formé au début. J'ai vraiment pris un micro. J'ai tenté. Encore une fois, on est en 2015. Je pense que c'était un peu plus accessible à ce Ouais, moment. oui, On tout à pouvait fait. peut-être être un peu moins bon et quand même réussir. Euh, et en tout cas, voilà, comme je te le disais, je pense que je suis arrivé à un moment où en fait la mode des grosses voix, toujours cette mode, hein, elle est pas finie, mais Hmm. en tout cas, elle s'atténuait un petit peu et on cherchait beaucoup plus des voix jeunes et des voix un peu plus claires. Et donc moi, j'arrivais bien pile à ce moment, donc je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à avoir quelques petites pubs locales, des petites pubs régionales, un ou deux spots radio, comme ça. J'ai commencé par des petits trucs. Et puis après, bah, comme tout, hein, tu commences à te faire un peu plus connaître, à te faire un nom. J'étais à Paris, c'était peut-être un peu plus facile aussi. Donc je pouvais aller toquer à des studios, j'ai pu aller assister, puisque c'est ce qui se fait beaucoup. Et, euh, et on te donne un peu plus ta chance quand t'es un homme, que t'es jeune, que quand t'es une femme de 40 ans. Donc pour moi, la voie était un peu plus simple. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et de 2015 à 2018, je me suis un peu fait les dents. Et puis après, bah, une fois que j'étais formé, que j'étais un peu meilleur, bah, j'ai commencé à avoir de plus en plus de projets. Et puis un projet en appelle un autre. Tu dis aussi que tu joues et tu t'amuses, mais avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi quand on travaille avec ça? Ouais. Bah, j'espère, c'est comme tout le monde. C'est un peu un équilibre à avoir entre il faut que tu fasses ton truc sérieusement, parce que c'est un vrai boulot. En général, quand on parle de notre boulot, des gens, des potes ou des inconnus en soirée, il y a souvent ce truc de dire, ah, bah, ça a l'air juste chouette, ça a l'air rigolo. Bah oui, c'est rigolo, mais c'est du boulot derrière. Et puis, bah, faire 4 heures de livre audio, faut les tenir, faut être concentré. Voilà, donc faut beaucoup s'appliquer et en même temps, faut réussir à lâcher prise pour être bien dans le jeu. Je Hmm. trouve que c'est un dosage à avoir entre bien le faire, mais pas trop se prendre au sérieux. Hmm. Pour interpréter après tout type de projet, qu'est-ce que tu Hmm, as travaillé sur du mimétisme? Tu as écouté pas mal de comédiens voix, de spots radio, de tout ce qui se faisait un petit peu pour après toi interpréter, sans forcément de formation comme tu disais. C'est venu naturellement, parce que bah, c'est un métier où il faut oh, s'adapter aussi au sujet. ouais. Comment toi tu l'as un peu abordé, sans forcément, parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup par des formations où on travaille beaucoup, Hmm, beaucoup de textes et on nous dit comment ouais, interpréter. ouais. Toi, j'imagine que ça a été différent. Donc Ouais. comment t'as travaillé toi tout ça? Bah, pour l'interprétation, je pense que, enfin là, ce que je veux dire, c'est propre à chacun. Mm. Chacun va avoir ses facilités, une part d'inné et une part qu'il va devoir acquérir. Et il y en a qui sont très bons naturellement en jeu, d'autres qui vont devoir le travailler un peu plus. Il y en a qui ont tout de suite une voix qui tabasse, d'autres un peu moins. Il y en a qui vont devoir un peu plus l'apprivoiser. Euh, donc, donc ça dépend vraiment de chaque cas. Mais
En tout cas, pour ma part, il y avait une part d'inné, il y avait pas de timidité, j'aimais jouer, mais je pense que j'étais pas bon. Je pense que je surdosais beaucoup de choses et je pense que j'imitais beaucoup. Ça, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est d'imiter ce qu'on voit en fait. On Hmm. entend un doublage à la télé, on va essayer de faire le même en fait quand on va doubler soi-même. Et ça, c'est un peu les débuts en acting, c'est que tu essaies déjà de faire par rapport au référentiel que tu as. Toutes les choses que tu as vues, même les gens que tu as rencontrés, etc. Donc tu fais par rapport à ça. Et après, si tu te formes au théâtre, bah, tu apprends que c'est pas que ça, qu'il faut aller chercher des choses plus à l'intérieur, qu'il faut travailler, en fait, comme tout. C'est un entraînement. Donc pour ma part, ça a été d'abord de faire un peu comme je l'imaginais pendant 2 3 ans. Et après, en me formant, bah, me rendre compte qu'il fallait aller chercher d'autres choses. Toujours ça, l'interprétation, c'est d'aller chercher d'authenticité, plus de soi, plus de cohérence dans son jeu. Donc Hmm. après, tu l'affines. Mais je pense que la part d'inné est quand même assez importante. Ouais. Faut, Hmm. bien sûr, faut oser, mais après, faut pas sous-estimer le travail de tous les jours. Parce qu'un comédien, c'est ça. Que ce soit un comédien voix, un comédien sur scène, c'est un instrument, en fait. Si tu le travailles pas tous les jours, ton instrument, bah, il est plus rigide, il est moins souple, il a moins de tonus, il est moins fort. Donc, il faut réussir je trouve, hein, pour devenir bon en interprétation, bah, faut travailler tous les jours, en fait. Hmm. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, depuis un certain nombre d'années, quoi. T'as prêté Je ta sais pas si voix à... c'était clair, hein, je suis un peu parti dans tous les sens. Non, non, pas de souci, non, mais justement, c'est comme tu disais, c'est propre à chacun, Hmm. son vécu, et c'est important de le partager. Tu as prêté, toi, ta voix à Google, Meta, Unibet, Heinz, Costa Croisière, KitKat, Kinder, Haribo, Minecraft, SFR. Est-ce que ces projets, ils sont venus à force de charbonner, comme tu disais tout à l'heure? Voilà, d'avoir... t'as eu ce premier casting, t'as travaillé sur plein de projets. Voilà. Est-ce que c'est venu naturellement? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres anecdotes, d'autres coups de fil comme tu as pu Ouais. avoir, assez drôle? Est-ce qu'il tu as une anecdote là-dessus? Et est-ce qu'il y a une pub dans tous ces projets-là qui a marqué un tournant pour toi? Ouais, sûrement la pub Google. Je crois qu'on est en 2018-2019. Je commence à être à l'aise plus à l'aise en tout cas sur ce que je fais. Donc ça fait 3 4 ans que je fais de la voix et de temps en temps, je vois, comme on peut voir sur des réseaux sociaux, des grosses agences, des castings ouverts à tous en fait. Et je tente ma chance. J'envoie le truc et à ce moment-là, je vois ce que je verrai beaucoup par la suite. Je veux pas que la voix fasse pub. Et ça, c'est important parce que je me dis, bon, bah, ok, genre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour une pub, mais ils veulent pas que la voix fasse pub. Et en fait, ils veulent exactement ce truc pour lequel on m'a choisi quelques années avant. Ils veulent pas, en fait, une grosse voix. Ils veulent une voix de la vie de tous les jours, de quelqu'un qui puisse te parler normalement. Conversationnel. Ouais, exactement. Et on a tous un peu notre idée du conversationnel, on a tous notre référentiel, encore une fois. Mais en tout cas, moi, j'ai fait mon casting là-dessus. Et je commençais à être un peu plus à l'aise en jeu. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui participent. Et j'ai eu la chance d'être pris, mais sur mon casting, je pense que j'ai passé 3 heures sur ce casting, quoi. Alors aujourd'hui, je le fais plus, parce qu'en fait, ces heures que je passais sur des castings, elles m'apprenaient beaucoup de choses. Parce que je passais du temps. Je faisais ça, comme je te dis, avec un micro, en home studio, un peu à l'arrache, et j'avais personne pour me diriger, donc je le faisais, et à un moment, bah, ça marchait, enfin, je réécoutais derrière, et je me disais, ah, mais ça marche pas, en fait, ça le fait pas, mais en fait, ça manque d'énergie. Ah, mais non, mais pas du tout, là, je suis en train de hurler dans le micro. Et à force de travailler, de m'entraîner, etc., bah, je crois que je progressais un peu. Et pour le casting Google, bah, je l'ai eu. Euh, enfin, j'étais super content, forcément. Et, euh, Et c'est arrivé un moment où bah, pour moi, ça commence à décoller en pub. Et cet enregistrement-là que j'ai fait, c'est bien passé, pour moi, ça a été un référentiel de ce qu'est la voix conversationnelle, mais qui reste un peu pub. Hmm, hmm.
En général, dans le brief, on te dit toujours, on veut pas que ça fasse trop pub. On finit toujours par te demander un Mais truc. marketing quand même. Ouais, on finit toujours par te demander un truc plus souriant, plus punchy, plus impactant, etc. Donc, on y retourne toujours un peu, mais ils veulent pas que ça le fasse trop quand même. Et pour moi, cette pub, en fait, elle a un peu changé ma façon de voir les choses. Je me suis dit, ok, ça, c'est ça du conversationnel, pour moi en tout cas. Hmm. Et donc après, le reste des castings que j'ai abordés, je sais pas si d'autres gens font ça, mais moi, souvent, je me prends une note au début. Si par exemple, bon, je sais qu'on a aimé telle démo, je vais faire les 4 premières secondes de cette démo pour ensuite Ouais, oui, enchaîner avec le script. sûr. Hmm. Et donc, pour moi, Oui, ça, c'est c'est, ton identité sonore quelque part. ouais, Tu sais que ce projet a c'est marché, donc voilà. Ouais, un peu mon là, quoi. ouais. En musique, je me dis vraiment, ok, je pars sur cette note-là. Certains clients comme ASFR d'ailleurs te rappellent régulièrement. Comment tu Mhm. construis toi la fidélité avec tous ces clients? Il n'y en a pas forcément de fidélité. Un client peut te jeter du jour au lendemain. SFR, ça fait plusieurs années que je travaille avec eux. Euh, Ça se passe super bien, hein. En plus, comme on fait ça depuis 6-7 ans maintenant, il n'y a plus de surprise. C'est une relation enfin, c'est une relation commerciale finalement. Après, bon, c'est moins. On n'est pas dans des bureaux, on est dans un studio, mais tu essaies de bien faire ton taf. Enfin, Hmm, hmm, vraiment, tu essaies de bien bosser. hmm. Après, quand je te pose la question, c'est aussi Ouais, si dans la fidélité, il y a aussi le fait de vouloir proposer aussi d'autres choses, tu vois. Tu vas bosser avec ce client pour un projet, tu vas l'interpréter de cette manière-là, c'est bien. Mais je sais que si plusieurs fois tu vas aborder le même ton, alors les clients, ça leur va, mais il y en a peut-être aussi qui souhaitent un petit peu d'innovation, de nouveauté. ouais, Euh, le danger, c'est de faire un projet, de le faire toujours de la même manière et qu'après, bah, ce client en a marre en disant, voilà, il ouais, interprète ouais, toujours ouais. pareil et je vais passer à un autre, tu vois. Donc Ça c'est peut, cette ça peut. fidélité-là aussi que je parle. C'est le fait de Ouais, dire, d'accord, ah ouais. tiens, je vais lui proposer d'autres choses, d'autres facettes de moi, Ouais, je joue pouvoir comme se ça, il va me renouveler. garder. Ouais. Bah, c'est une bonne question, mais de manière générale, enfin, je pense qu'il faut pas surproposer. Tu vois, si ton client, en fait, est content parce qu'il te demande de faire la même chose pendant des années, toi, tu peux essayer de te challenger, entre guillemets, et d'aller chercher d'autres choses, etc. Mais c'est de la petite nuance, quoi. C'est changer de 5 à 10% ce que tu fais. Parce que tu as des séries sur lesquelles il faut une continuité. Ah oui, il Euh, faut pas tout comme, changer, bien évidemment. ouais, voilà. Tu Sûr. vois, c'est par Faut exemple qu'il y ait une très souvent les cohérence. mêmes voix pour les marques. Les marques reprennent souvent les mêmes voix. Les pubs Lidl, on garde toujours le même ton. Ça va pas changer. Tu vois, les spots radio Leclerc gardent toujours le même ton. On pourrait se dire que les pubs Leclerc sont agaçantes, etc. C'est que les clients, je les connais pas, hein, ceux qui font ça, mais j'imagine les clients demandent aux comédiens de le jouer comme ça. Et ils sont contents. Mhm. Donc de manière générale, c'est bien aussi juste d'être vraiment à l'écoute de son client, du DA, du client, de celui qui te dirige, quoi, pour te dire, OK, il veut ça. Je vais faire au mieux avec ce que j'ai, avec mon instrument pour lui donner. Alors, tout en me contentant moi-même, en me disant, il faut que je fasse bien les choses, mais vraiment être à l'écoute de ce qu'il te demande, quoi. Mhm. Je pense que c'est le meilleur truc que tu puisses faire en séance. En général, on vient avec plein d'idées, se dire, faudrait que je fasse ça, faudrait que va falloir que fasse des blagues pour qu'il se rappelle de moi ou des choses comme ça. Il y a plein de gens qui en font trop, en fait. Et en fait, un client, en général, il est content quand t'as fait ce qu'il attendait de toi, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. On va parler du doublage et de la synchro. Ouais, ok. Tu prêtes ta voix dans des séries comme Goodbye Earth, Chaîne de chef, où tu as un rôle principal d'ailleurs, Industrie, Isadora. Qu'est-ce qui change dans ton jeu entre un rôle principal, un rôle secondaire, des ambiances? Comment tu t'adaptes au personnage et surtout comment t'en es venu à travailler ces projets-là? Parce que Ouais. t'as fait beaucoup de voix off, ensuite tu t'es mis au doublage. Voilà, comment tu t'es adapté à tout ça? Et bah, ouais. Alors, la voix, ça couvre un certain nombre de types de projets. Tu vas avoir de la voix institutionnelle, de la voix de pub, de la voix de livre audio, de doublage, de radiofiction. Et en fait, tous ces types d'enregistrements sont pas les mêmes, demandent pas les mêmes tons.
Donc, quand moi, je venais un peu, quand moi, j'avais découvert ce qui m'allait bien pour de la pub, pour de l'instit, que je commençais à faire du livre audio, j'ai démarré gentiment le doublage. Donc, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même chose, le même ton, et ça demandait pas les mêmes compétences, quoi, on va dire. Mm. Et pour le doublage, c'est peut-être l'exercice où tu dois le plus être à l'écoute de ce que tu as en face à doubler et du directeur C'est-à-dire? artistique qui va te diriger. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, hein, mais autant en cabine sur une pub, j'arrive à me rendre compte pendant la prise à peu près de ce que je suis en train de faire, de ce que ça donne, de ce que sera le résultat final. Autant en doublage, t'es souvent surpris en fait du résultat. T'as l'impression d'avoir donné une certaine couleur, une certaine intensité, un certain jeu. Et parfois, c'est un peu différent de ce à quoi tu t'attendais. Donc, je pense que ce soit ambiance, second rôle, personnage principal, ça change pas grand-chose sur la préparation, parce que de toute façon, tu arrives et tu connais pas ce que tu vas doubler en théorie. On te donne pas de texte à préparer, te dit rien à l'avance. Donc c'est vraiment le truc où il faut que tu sois le plus à l'écoute de ce qu'on te dit. Si Mm. pour les ambiances, donc les ambiances, s'il y en a qui connaissent pas, c'est on est entre 5 et 10 comédiens à la barre et on va faire un peu tous les bruits d'ambiance, restaurant, salle de concert, mariage, etc., le serveur, bref, tout ce qui va un peu habiller d'un point de vue sonore un film, une série. Et donc on va se retrouver à 5-10 à la barre, parfois à inventer des conversations, parfois à suivre à la bande rythmo, donc le texte qu'on a qui défile sous l'écran, euh, quelques phrases que l'adaptateur aura mis au hasard en disant «Salut, ouais, tiens, tu veux un peu de pain? Ouais, merci», etc. Et que ce soit des ambiances du second rôle ou du personnage principal, de toute façon, c'est du jeu. Donc, faut, faut donner ce qu'on te demande. Faut ajuster si on peut se tromper 5 fois, c'est pas grave, faut de toute façon ajuster. Et il faut vraiment ouais, du jeu, quoi, tout simplement. Mm. Et Ok. pour ça, pour avoir un jeu qui est juste, il faut être à l'écoute. Mm. Ce que te dit le directeur, il faut être à l'écoute de ce que tu vois, de ce que tu vois à l'écran. Et sur un rôle comme James McKelvey, pardon, dans Industrie, donc, qui est une série télévisée britannique, Ouais. comment trouves-tu, toi, la justesse entre ton interprétation et le jeu original de l'acteur? Faire en sorte que Euh, la voix s'adapte vraiment au personnage. ouais, ouais. Pour celui-là, spécifiquement, je l'ai pas trouvé. Ok. Tu vois, c'est un doublage que j'ai fait, parce que ça fait pas longtemps que je fais du doublage et je suis pas ultra installé, hein, je peux pas faire tout à fait honnête là-dessus. Euh, c'est quand même un gros directeur artistique qui m'avait mis dessus, un moment où je travaillais quasiment pas dans le doublage, hein. Vraiment, c'était un peu à mes débuts. C'était à mes débuts. Et en fait, je sais pas, il a trouvé quelque chose dans une ambiance, un essai que j'avais fait pour lui. Et donc, il m'a mis directement sur un rôle. Mais je pense que j'ai franchement pas encore les épaules pour. Et je l'ai fait, mais c'est pas transcendant, quoi. Je pense justement parce que j'ai voulu délivrer quelque chose sans être vraiment à l'écoute de ce que je voyais, sans être à l'écoute de ce qu'il me disait. Donc, j'ai essayé quelque chose qui manquait un peu de sincérité, quoi. Ok. Pas forcément la réponse que tu attendais, mais en tout cas, voilà, non, celui-là, je sais pas, être honnête, j'ai pas trouvé justement le jeu, tu peux ne pas toujours le trouver. Il y a des rôles qui te correspondent mieux. Il y en a, euh, Mais t'es il y en content a. du résultat quand même, ce que ça a donné? Celui-là, non, pas du tout. Vraiment, moi, Ah, ok. pour te dire, je l'utilise même pas dans ma bande démo. Non, non, Ah, mais il y ça a arrive. par exemple, tu vois, Shane le chef, donc là où pour le coup j'ai le rôle principal, je fais Shane. euh, c'est un personnage dans le dessin animé, l'énergie c'est relativement proche de la mienne. Ok. Et donc, Correspond plus. donc c'est déjà plus facile à aller chercher. Et puis, c'est quelque chose que j'ai rapidement chopé. Hmm. C'est ta plus belle Euh, expérience de doublage jusqu'ici, chez The Chef? euh, ouais. Après,
C'est vrai, c'est une expérience hyper chouette, hein. Mais bon, c'est pour du 4 à 6 ans. Donc le Mm. contenu n'est pas intellectuellement le plus stimulant, tu vois. Il y a Non, mais bon, c'est des... un jeu, et puis si tu t'éclates. C'est sympa à faire, c'est génial, tu t'éclates, c'est du dessin animé, tu gueules, tu souris, tu vas dans des extrêmes, donc c'est très drôle à faire. Mais c'est un peu... ça tourne beaucoup en boucle, quoi. Euh, Isadora, j'ai fait un autre, c'est aussi un dessin animé qui parle d'une famille de vampires. J'ai fait un père avec un rôle un peu plus loufoque. Shane the Mm. Sheriff, c'était un peu plus un genre de Tintin, quoi. Quelqu'un très gentil, premier degré, alors que non, Isadora, le père, je le trouve vraiment drôle à sa manière, quoi. C'est un genre de la famille Adams, quoi, mais version dessin animé, avec un père qui est hyper coquet, et hyper extravagant, et en même temps qui est hyper bienveillant. Ouais. Mm. Il y a des rôles qui te parlent plus que d'autres, hein, tout simplement. Et donc c'est propre à chacun, hein. Il y en a qui préfèrent faire du dessin animé, il y en a qui sont à l'aise que en faisant de la série, du live. Ça dépend vachement. Ok. Toi, c'est bien, parce que à force, tu trouves aussi ta spécialité et les projets que tu préfères, quoi. Ouais, En, ouais. voilà, en faisant plusieurs choses, plusieurs supports, Ouais, ouais, plusieurs complètement. styles, c'est là que tu arrives voilà, à te juger et savoir là où tu vas t'amener le plus à faire quoi derrière, quoi. Hmm, Ce qui va te plaire le plus, c'est aussi en faisant que ouais. Et puis en voilà, général, on te reprend sur ce que tu as déjà fait. Hmm. Je parle pas forcément des mêmes séries, hein. Bien sûr, tu peux faire saison 1, 2, 3, etc. Mais si on sait que, par exemple, tu as fait une voix de dessin animé d'un mec hyper barge, machin, etc., bah, on va te refiler un autre mec barge dans un autre dessin animé, quoi. On va parler du livre audio maintenant et de la narration. Tu as enregistré des dizaines de livres audio, donc Open Dagacy, L'amour c'est surcoté, d'ailleurs, je crois que c'est un film, Ouais, non, ça. ouais, ouais, exactement, L'ogre, ouais. Les ogres, La peau de chagrin. Comment abordes-tu, toi, la différence entre un roman, une biographie, un essai? Comment tu t'adaptes entre tous ces styles littéraires, surtout sur du livre audio, où là, on est sur du très long contenu, donc c'est très Ouais, difficile de garder vraiment la même énergie sur le long comme ça, contrairement à de ouais, la ouais. pub, où voilà, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc Ouais, comment ouais, toi, tu ouais. t'adaptes Oui, à tout oui. ça? Bah, c'est clair que quand tu fais une séance de pub derrière une séance de livre audio, tu as l'impression un peu de voler ton argent, quoi. C'est clair. Le livre audio, c'est génial à faire, plein de gens qui adorent ça, euh, mais c'est éreintant, quoi. C'est fatigant parce que tu peux faire des séances de 4 heures, 8 heures, des séances de journée entière, quoi. Pour l'aborder, pour le préparer, c'est chacun a sa méthode, mais moi perso, j'aime bien lire le bouquin avant et me faire quelques annotations de, de ton, de sous-texte. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, tu vois, le livre audio, tu essaies toujours de te demander ce que l'auteur veut dire par ce qu'il a écrit, quel est le sous-texte de chaque paragraphe, de chaque moment. Et donc, quand tu lis une romance, il y en a aussi. Quand tu lis un livre plus intellectuel, bah, il y en a aussi. Si je te prends par exemple, si je te prends par exemple Les Ogres de Victor Castanet, c'est un livre sur les dérives qu'il y a dans le secteur privé des crèches. Comme il y a eu avec les EHPAD, c'est le même journaliste qui a fait éclater le scandale sur Orpea il y a quelques années. Et Hmm. donc il a fait la même chose sur les crèches. Bah, même si c'est journalistique et que tu pourrais dire que c'est juste de l'information, bah, en fait, il y a toujours une idée derrière, il y a un point de vue, c'est normal. Donc chaque bouquin a son point de vue. Toi, en tout cas pour ma part, quand je prépare un livre audio, je réfléchis beaucoup au point de vue de l'auteur et de ce qu'il veut dire sur chaque phrase, pour pas que justement que ta narration elle soit la même d'un livre à l'autre, pour pas qu'elle soit toujours sur le même ton, sur le même phrasé. C'est ce qui fait toute la richesse d'une bonne version audio, c'est de réussir à mettre de la nuance là où il faut en mettre. Hmm. Donc moi, c'est vraiment ce que je prépare. Je me demande à chaque fois, tiens, qu'est-ce que l'auteur veut dire dans ce passage-là? Hmm. Ok.
Et t'as une direction artistique quand c'est comme ça? Tu le fais dans ton studio, ça, livre audio ou... C'est Ouais. assez particulier, le livre audio, par rapport à tout le reste. Tu as une direction artistique, mais en général, alors, elle est soit faite par un réal, soit par un ingé son. Ça dépend des livres. En général, ça se fait plutôt à Paris. Tu peux aussi en faire en home studio, hein. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas le même boulot, quoi. Hmm. Quand on fait, donc il y a, grosso modo, il y a quelques studios, hein, qui font ça, et c'est pas aussi diversifié, si tu veux, que d'autres, que les autres séances en voient. Il y a peut-être 10 studios qui en font, vraiment. Et Ok, donc, en général, ouais, t'es dirigé par soit l'ingé son, soit le réal le réal maison du studio, quoi. ok. Et lui, son taf, il est d'autant plus important que c'est c'est la première paire d'oreilles qui t'écoute déjà. Donc, c'est lui qui va te dire si c'est juste, si c'est bien, si tel personnage, il le reconnaît tout de suite ou pas. Que parfois, t'as un peu une quinzaine de voix différentes à faire en fonction des bouquins. Et c'est lui qui doit être hyper attentif et qui t'arrête dès qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et comment tu canalises, toi, l'émotion dans des textes intenses sans tomber dans le surjeu? Euh, c'est presque plus facile finalement de pas tomber dans le surjeu sur un livre audio parce que t'as le temps de te mettre dans l'ambiance. Si Ouais. tu fais un narrateur qui parle de trucs hyper dark comme ce qu'il y a avec les crèches privées en France, bah, au bout de 100 pages, tu l'as l'émotion. Donc, une énième fois, quand tu parles d'une dérive, t'as pas besoin de fabriquer. Souvent, le surjeu, c'est ça, c'est quand tu fabriques un truc, tu dis, bon, bah vas-y, je vais mettre tel volume, tel truc, et t'y vas, et ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Bah là, t'as plus le temps d'être dans ton truc. Donc, t'as un peu moins de risques. Je dirais qu'il faut vraiment juste essayer c'est tout con à dire, hein, mais essayer de se laisser porter par l'histoire. Et en même temps, toujours avoir une petite pique de rappel aussi de se dire, pas que je m'endorme dessus. Ouais, Pas c'est que je ça. m'endorme sur ma propre voix et que je me dise, il était une fois, machin, etc. Puis au bout de 100 pages, nanana, nanana, tu commences à avoir un ronronnement Bah, c'est qu'il le faut danger, réussir ouais. à casser de temps en temps, quoi. Mm. Ouais, ouais, Mais, casser tout en gardant la même énergie qu'au début du ouais, livre, enfin, c'est pas évident. ouais, Je pense ouais, qu'il faut ouais, se réécouter ce qu'on a fait quand on en est à la, je sais pas, à la 300e ouais, page, peut-être réécouter ce qu'on a fait au bout de 100 pages pour voir quelle énergie on avait, tout ça, parce qu'on se souvient pas, hein, avec le ouais. nombre de temps qu'on passe. Complètement. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important, l'ingé son, le réel qui te dirige, c'est que il va quand même pouvoir lui, rapidement jeter une oreille et te dire, genre, attends, attends, j'ai l'impression que là, tu le fais beaucoup plus fort que juste avant. Alors que quand tu es tout seul, si tu te concentres, mais ça vaut pour tous les projets, si tu te concentres trop sur la partie technique, la partie son, t'en oublies forcément un peu le jeu. Ton cerveau, il peut pas faire deux trucs bien en même temps peut Mm. faire deux trucs en même temps, mais ça, tu vois, t'as plein d'études scientifiques depuis des décennies qui le démontrent, c'est que, en gros, quand tu fais deux tâches en même temps, en fait, tu fais juste une tâche après l'autre. Et tu passes juste ton temps à faire la transition entre les deux tâches. Ce qui Mm. fait que c'est beaucoup plus fatigant. Donc un livre audio dans lequel tu dois régulièrement t'arrêter pour te dire est-ce que je suis bien, est-ce que je suis vraiment dans la même voie que ce que je faisais avant, est-ce que là j'en ai pas un peu trop mis, etc. Et t'arrêter constamment pour la technique, en te demandant si au niveau du son ça va, ça forcément ça t'enlève du jeu. Mm. Euh, donc ouais, la constance que tu as parce que c'est ce que tu me demandes là, c'est comment tu fais en gros pour garder la constance, le même niveau, etc. La cohérence de ce que tu fais de A à Z, bah ça c'est cool de pouvoir la, la laisser à quelqu'un d'autre. Pour que toi tu te concentres que sur la sincérité de ton jeu, que sur le bon acting, quoi. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a un livre audio qui t'a particulièrement challengé, toi, ou touché, personnellement, qui t'a marqué? Euh, alors, de différentes manières, oui et non. Là, l'amour, c'est surcoté. C'est le livre sur lequel mais j'ai le plus ri. J'étais juste-
pété de rire en le préparant. Juste en le préparant, je gloussais en continu en lisant le truc. Et en le lisant, j'en pouvais plus, quoi. C'est vraiment un livre que je recommande, même à l'écrit, il est trop, trop bien, quoi. Enfin, il est vraiment super. Euh, le livre sur les crèches dont on a parlé juste avant, bah, lui, il m'a plus pris aux tripes. Mhm. Euh, et après, ouais, la biographie d'André Agassi, je crois que c'est la meilleure biographie que j'ai pu lire, quoi. Il apporte tellement quelque chose de personnel dedans. C'est tellement. C'est pas une biographie, si tu veux, comment dire, journalistique où il explique match après match. D'ailleurs, il y a des matchs qui sautent, qui sont, aux yeux du grand public, hyper importants. Ouais. Il s'en fiche. Lui, il parle de son ressenti. Il parle tu sais, la première phrase du bouquin, c'est Je déteste le tennis. Mhm. Et c'est pas Mhm. une blague, c'est premier degré. Et le mec, il hait le tennis. En fait, il te raconte son enfance, il te raconte comment son père l'a traumatisé, comment son père, quand il avait 4 ans, lui a dit, tu seras joueur numéro un mondial quand tu seras grand. Ah, Il n'y a la pas d'option. pression, ouais. Ouais. Il lui a construit un terrain de tennis là où ils habitaient, en plein milieu du fin fond Mhm. des États-Unis, en pleine cambrousse, avec une machine qu'il a créée lui-même pour lui envoyer automatiquement des balles, pour que dès 4 ans, il s'entraîne à frapper, quoi. Mhm. Et, Alors, on va et- parler du voice-over après, mais est-ce que ouais. c'est pas le danger sur des autobiographies comme ça, dans les bouquins, est-ce que c'est pas le danger d'avoir un ton voice-over pour interpréter quand il parle à la première personne? Je pense pas. Parce que le ton voice-over, il est censé volontairement laisser de la place à l'original. Mhm. Il y a un mec qui explique quelque chose, si tu le joues vraiment trop en même temps que lui, au même niveau, bah en fait c'est du doublage. Le voice-over, c'est censé être un peu du voilà ce qu'il a voulu dire, vous l'entendez quand même, mais voilà, je vous mets le sous-texte quand même. Quand tu fais une biographie, bah même si c'est à la première personne, bah, tu mets un peu plus d'intimité. Tu te mets à la place en fait de la personne. Pour les ogres, moi je me mettais à la place d'un journaliste d'une trentaine d'années qui raconte ce qu'il a vu. Pour André Agassi, bah, quand il fait sa biographie, qu'il raconte à la première personne qu'il a 4 ans, dans ma tête, il faut que j'ai un peu 4 ans, quoi. Et puis après, quand il passe les âges, quand il a 30 ans, etc., qu'il commence un peu à se tasser, à avoir des problèmes de dos, etc., bah, je me mets à sa place. Et donc il faut toujours, même pour un truc, même si c'est à la troisième personne, hein, faut le jouer. Faut que Mhm. tu te dises, on revient toujours au même truc, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Et alors si c'est à la première personne, c'est bah je me mets vraiment dans ses pompes en train de le dire avec un peu plus d'intimité. Et si c'est à la troisième personne, bah, qu'est-ce que le mec qui a écrit ça, même en narrateur omniscient, vers où il veut m'emmener? Et à ce moment-là, tu peux pas faire du voice-over là-dessus. Parce que si tu joues, si tu as une intention, si tu interprètes, t'es pas en train de laisser la place juste à quelqu'un d'autre. Toi-même, tu guides l'auditeur vers quelque chose. Ok. Ben on va en parler, documentaire et voice-over justement. Ouais. Tu as narré des docs comme Les Incas, Tour de Mhm. France au cœur du peloton, où tu Mhm. as fait le voice-over de Pogacar, il me semble. Mhm. Mhm. D'ailleurs, projet qui a dû t'intéresser, car on parlera d'une anecdote sur le vélo tout à l'heure, si Ok. on a le temps. Ouais, ouais, carrément. Morbidelli, l'ascension, donc beaucoup de sujets sportifs, hein. Ouais, ouais, bah souvent des voix assez jeunes. Je sais pas si Donc, t'es assez, ouais, si t'es sportif aussi, toi, mais ça peut être je l'ai des été un peu moins aujourd'hui, ouais, sportif de la voix maintenant. Euh, on va dire. Comment tu trouves, toi, le ton juste pour être à la fois clair, vivant, et tout en accompagnant les images et ce qui se passe sur VoiceOver documentaire? VoiceOver, t'es dirigé, donc la plupart du temps. Donc, euh, le ton juste, c'est comme en doublage, on va te dire oui ou non. Fais plus comme ci, fais plus comme ça, etc. Tu t'inspires beaucoup de ce que tu vois à l'écran. Euh, Après, il faut différencier le voice-over, donc je double des personnages, de la narration. La narration, finalement, on va dire que ça se rapproche un peu du livre audio, avec peut-être un peu moins d'intimité, un peu moins de storytelling, quelque chose qui prend un peu plus de hauteur. Et pour ça, pareil, t'es dirigé. Mais c'est deux tons qui sont
relativement différents. Hmm. Tu les abordes pas de la même manière. Et parmi ces projets, lequel t'as le plus marqué? Les Incas, c'est ma première grosse narration. Mhm. Donc super. Euh, tu parlais du peloton Tour de France. Moi, je suis arrivé, donc tu sais, c'est comme en doublage, tu sais pas ce sur quoi on va te mettre. Donc, j'ai la visite d'un animal. Ah! Mon petit mouchou. Tiens, pareil, dans la saison 1, là, chez Cécile Aurelia, pareil, son chat. Ça Qui fait un ça? petit coucou, et bah voilà. Voilà. Ouais, ouais, il passe régulièrement. Il a compris qu'il fallait pas venir en cabine. Et donc pour Pogacar, en fait, c'était la première fois que je travaillais avec le directeur artistique qui m'a dirigé sur ce projet. Et il m'a tout de suite mis sur un rôle assez important. Donc Ok. j'ai trouvé ça génial à faire. Puis en plus, Pogacar, c'est quand même un coureur. C'est c'est- c'est- c'est le meilleur, tout Ouais, simplement. c'est ça. Euh, et à mon grand désespoir, cette version n'a jamais vu le jour parce Ah qu'ils ont merde. décidé cette année sur Netflix de rendre la version synchro plutôt que de mettre la version voice-over. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. ils se sont rendus compte, je crois que c'était en anglais. Oui, mon chat parle pas mal. Ils se sont rendus compte qu'en anglais, ils faisaient la version synchro, donc vraiment comme si c'était du doublage de série, marchait très bien, que le public aimait ça. Donc ils ont fait la même chose en français. Et plutôt que de mettre les deux, bah, ils ont finalement choisi de mettre que la version synchro. Moi, en synchro, j'ai un peu moins mes armes, donc j'ai été pris pour faire d'autres rôles, mais j'ai pas fait Pogacar, malheureusement. Et, et donc, j'ai jamais vu cette version sortir. Mais le faire, ça a été génial. J'ai j'ai trouvé. Je trouve que de toute façon, en fait, dans ce métier, on parle de tous les types d'enregistrement, mais je trouve que tu apprends jamais mieux qu'en étant bien dirigé. Parce que justement, Ouais. un Hmm. peu le défaut du home studio, je rentre pas dans la guerre, hein, de c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout un peu, en quelque sorte, je trouve que c'est un peu un débat stérile. Tu finis quand même par être dans une sorte de cannibalisme, quoi, quand tu fais du home studio. T'es un peu dans tu fais ton propre truc, tu tournes en rond, tout, tu te mets pas en difficulté. Alors qu'en studio, quand on te dirige, on peut te dire, tu sais, le truc que tu fais depuis 10 ans, ton pub, machin, moi je vais peut-être venir demain, je vais faire une pub avec mon petit ton qui me va bien. Bah, en fait, on va me diriger en me disant, non, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Pas du tout, non, va plutôt dans cette direction. Et c'est comme ça que tu progresses. Parce que Hmm. tu te rends compte, en fait, des différentes sensibilités de chaque personne qui peut te diriger. On peut plus ou moins bien te diriger. Mais en général, quand quelqu'un dirige depuis 30 ans, qu'il n'en est pas à sa première séance, bah, c'est qu'il a des choses intéressantes à t'apprendre. Et c'est comme ça que t'apprends le mieux. C'est en Bah, t'as étant un bien peu plus de dirigé. pression, t'as un peu plus de haut mur, Ouais. direct. Donc Et tu fais des forcément, choses. c'est bénéfique. Ouais, complètement. Et tu fais des choses dont t'as pas l'habitude. Vraiment, on peut te dire, non, mais attends, va beaucoup plus dans cette direction-là. Et tu te dis, mais c'est marrant, je l'ai jamais fait. Et tu le feras jamais de toi-même. Ni moi, ni toi. C'est vraiment, c'est un peu, je trouve, le gros problème qu'on a quand on fait du home studio, c'est que on fait vite la même chose. Et on va vite dans les mêmes mélodies. Hmm. Hmm. Ouais, et puis on passe beaucoup plus de temps et on n'a pas forcément d'avis extérieur Ouais. ou quelqu'un pour nous diriger, quoi. Donc c'est toujours ce qui revient en fait de la part des comédiens voix qui Ah préfèrent ouais? quand même de manière générale être dirigés, même s'ils aiment bien aussi le côté home studio pour être indépendant, quoi. Ouais. Bah, t'es plus pépère dans un home studio, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. T'as tes horaires, si finalement tu le fais Hmm. dans une heure, tu le fais dans une heure. T'as moins Ouais, cette ouais. pression du rendez-vous. Hmm. Mais cette pression, ce stress, crée des choses. Quand tu te retrouves et que tu dois être bon sur une demi-heure, point, parce que la séance va durer enfin, une demi-heure, une heure, quoi, bah ça te pousse, quoi. Ça te motive. Ouais, C'est un c'est bon pour ça qu'il est stress. important de se former et de bouffer du texte, du texte, du texte, parce que Ouais. il faut être prêt. Bah, se Hmm. former, c'est hyper bien. Faut trouver les bonnes formations, parce que c'est un vrai business aujourd'hui, la formation. Faut trouver que ce soit un coach vocal ou que ce soit une formation certifiée, machin, etc. Faut vraiment regarder qui est le formateur pour pas bosser, enfin pour pas être formé par quelqu'un qui en fait est juste pas assez bon pour bosser. Hmm.
Ça arrive quand même souvent. Ouais, ouais, Donc, bah, euh, donc vraiment, surtout avec le se monde que former, ça c'est brasse. bien. Surtout avec le Hmm. monde que ça brasse, ouais, aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est un vrai business. Et en fait, quand je te dis que on n'apprend jamais autant qu'en faisant des séances et en étant dirigé, c'est parce qu'en fait, ça ressemble à une formation. Alors, du coup, faut pas être débutant pour se faire diriger, mais tu bosses avec les meilleurs, quoi. Tu bosses avec ceux qui en font depuis des décennies et qui vont vraiment te dire, bah non, non, va plus dans cette direction. Et en Mm. fait, en formation, c'est à peu près la même chose, quoi. On t'enlève les erreurs grossières que tu peux faire, on te dit comment travailler, etc. en dehors, mais en fait, faire une séance dirigée ou se former, c'est le même but, c'est de bien jouer, c'est d'être Mm. juste, d'avoir le bon ton. T'as fait aussi du jeu vidéo et de la fiction audio. Très peu. À Final Fantasy VII, remake, Final Ouais, Fantasy j'ai fait des VII. ambiances, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mass Effect, Andromeda, c'était que des Mm. ambiances? C'était que des ambiances, ouais. Ouais, Oh, ok. ouais. Le monde du jeu vidéo, c'est assez pareil, c'est très à part. Mm. J'ai pas fait mon trou dedans. Mais je suis appelé de temps en temps pour faire des ambiances sur des gros jeux. Voilà. C'est la même chose qu'en doublage, hein. C'est Ouais, pour vraiment. toi, c'est la même chose? Je veux dire, en termes Oui. de. On t'appelle d'abord pour des ambiances, ensuite on va t'appeler pour des seconds rôles, et après, si vraiment on aime bien ce que tu fais, on va peut-être t'appeler pour Mm. des castings pour des premiers rôles, ouais. Bah, c'est bien, petit à petit, ça évolue, hein. Fais voix off, Ouais, ouais, ouais. doublage, livre audio, jeux vidéo, tu touches à tout, quoi. Ouais, j'essaie, ouais. Ouais, ouais. Et puis je trouve que quand t'apprends dans l'un, ça te fait aussi progresser dans les autres. Ouais. Ah oui, oui, Mm. c'est bénéfique, hein. Plein de choses, ça te donne une autre facette de ton jeu, une autre variante. Ouais. Moi, le doublage m'a vachement fait progresser dans l'institutionnel, par exemple. Mm. Ça- Ouais. ça- on dirait que ça n'a rien à voir, hein. Mm. Mais ça te montre que tu peux avoir une autre façon de parler. Ouais, Que... mais en home studio, des fois, quand on a deux projets à réaliser, mettons, tu as une pub et un livre audio, bah, des fois, si tu n'arrives pas à gérer la pub, certains comédiens vont se dire, bah tiens, je vais me mettre un peu sur le livre audio, comme ça, je fais autre chose, et après, Ouais, tu ouais. repars sur la pub, et là, tout va bien, quoi. Et tu as une énergie qui va être différente. Parce que Exactement. on t'a mis dans d'autres contraintes, tu t'es toi-même mis dans une autre direction, et donc tu abordes le texte suivant avec Mm. un autre état d'esprit. Hmm. T'as les fictions audio aussi. On a parlé de jeux Ouais, vidéo, j'ai toi commencé à en aussi. faire là Ouais. récemment, ouais. T'as enregistré Le Dormeur s'éveille, Voyage au centre de la Terre pour un musée. Ouais. Alors, Voyage au centre de Tu la aimes Terre, ça pour le coup. Ouais, vas-y, pardon. tu aimes toi, les projets de fiction audio, c'est un espace de liberté artistique particulier pour toi? Ouais. Euh, alors, j'en ai fait assez peu, mais pour le coup, le Dormeur s'éveille, c'était une fiction à Radio France dans lequel j'ai fait des ambiances aussi. Donc pareil, tu commences par faire des ambiances avant éventuellement de faire des seconds rôles, avant de faire les premiers rôles et tout. Euh, C'était ma première fois et en fait c'est hyper intéressant parce que ça ressemblait à la fois à ce qu'on faisait en doublage et pas du tout. C'est-à-dire que bah, c'est toujours du jeu, mais en même temps bah, la configuration de la pièce fait que ça ressemble beaucoup plus à un espace de bruitage. On a tous vu des reportages, des documentaires, des émissions sur le bruitage. Et bah, c'est la même chose. T'es dans une pièce qui ressemble à rien, avec un peu de tout. On est plein de comédiens et chacun fait son rôle et en même temps, ça bouge beaucoup plus. Ça ressemble beaucoup plus à une pièce de théâtre. Donc, ouais, je trouve ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper cool parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude, tu vois. On est soit dans une cabine, soit à la barre. Quand même, on peut bouger, hein, mais Mm. peut bouger en essayant de pas trop faire de bruit. On est quand même dans un espace, dans un carcan, quoi. Et bah, ça, c'est un peu tout l'inverse. Il y a le micro qu'il faut viser, mais tu peux faire des mouvements et le micro te suit. Il y a un ingé son qui suit le personnage principal, en tout cas celui qu'on doit entendre dans toute la pièce. Et t'as des objets, t'as des choses comme ça, donc tu fais le bruitage aussi. C'est hyper intéressant. Ouais, non, moi j'adore les fictions audio. Ouais, Ouais, beaucoup de personnages. Il m'arrive de faire des personnages ouais, régulièrement. ouais. Ouais, moi j'adore. Et t'en écoutes aussi? Oui, un petit peu. Mm. Tu remarqueras, quand on écoute, enfin moi en tout cas
ça me choque. Je me dis, mais vraiment, c'est rare que ce soit mal joué. Ah non, ah ouais, non, ouais, c'est En clair. général, t'es vraiment dedans, quoi. T'as la spatialisation, c'est bien fait. Et c'est pas qu'une question technique, en fait. C'est que bah, les comédiens, comme ils bougeaient, comme ils faisaient les trucs, etc. Mm. Bah, si le gars, je sais pas, tu sais, il se fait embarquer par des soldats et il dit non, laissez-moi, machin, etc. Mais il va vraiment se faire choper par le bras, et il va vraiment se faire traîner de force tout en hurlant. Donc, ça fait des choses, ça fait que ta voix, elle va pas être pareille si t'es baldingué de droite à gauche que si tu es juste derrière ta barre en train de faire non, laissez-moi, Ah laissez-moi oui, en essayant de ouais. bouger tout seul. Mm, Et c'est hyper bien joué en général pour cette raison, c'est que ça ressemble à du théâtre. mm. Je pense que c'est inné, ça, de pouvoir imaginer un scénario et d'être plongé dedans, tu vois. Tu vois, le doublage, je trouve ça extraordinaire parce que enfin, on va faire mettons sur du Marvel, Ouais, ouais, une scène de bagarre derrière un micro, quoi. Enfin, ouais, ouais. Bah, il y a du je te mouvement, dis mais que le mec, c'est comme s'il y était, quoi. ouais, ouais, ouais. Pas du tout, mais alors à des années-lumière de ça. Et je Hmm. trouve que c'est inné, moi, de vraiment s'accaparer le lieu, l'atmosphère. Et C'est bah, ouais. c'est un métier où je trouve que parfois, faut avoir, limite, c'est pas réducteur ce que je veux dire, mais une maladie mentale, quoi. De savoir vraiment être dans un contexte de taré, quoi, alors que t'es chez toi, peinard, ou derrière un micro. Je vois ce que tu veux dire. Bah, je pensais un peu de la même façon. Pas sur la maladie mentale, mais sur le côté c'est inné. Et je pense il y a une part d'inné, comme voilà, dans le jeu, enfin, c'est de l'acting hein, de toute façon. Mais en fait, la partie imaginaire, elle se développe énormément. Dans notre vie de tous les jours, on la stimule pas, notre imagination. On fait des trucs assez convenus, etc. On regarde la télé, on est très passif. Mm. Mais en fait, quand tout à l'heure je te parlais du travail de ton instrument, etc., c'est pas que de l'articulation, de la respiration, de la voix, du chant, non, c'est aussi ça en fait. C'est aussi travailler son imaginaire. Mm. Et pour travailler son imaginaire, bah, ça c'est, enfin, j'invente rien du tout, hein, c'est vraiment dans les formations de théâtre. C'est vraiment aller regarder des pièces, aller regarder des films qui sont intéressants, lire. Enfin, c'est s'inspirer de plein de choses. En fait, ton imaginaire, c'est qu'une retranscription de tout ce que tu as vu au cours de l'année, au cours de ton enfance, etc. Tu vois. Si je te dis maintenant tout de suite, imagine un énorme méchant qui vient sur toi, qui te fonce, qui te massacre, pour reprendre un peu l'exemple du Marvel, t'as tes images propres à toi qui vont venir. Et moi, je Mm. vais avoir les miennes. Et en fait, c'est pas inné dans le sens où toutes ces images, tu les auras travaillées, t'auras écouté. T'auras écouté peut-être des radiofictions, t'auras peut-être lu des livres, t'auras peut-être regardé des Marvel quand t'es à des moments au cinéma, tu vois. Donc c'est tout ça qui va t'aider à stimuler ton imaginaire. Et plus tu crées, plus tu vas chercher des choses et plus ton imaginaire est souple et rapide à être mis en exécution, quoi. Donc Ouais. franchement, l'imaginaire, c'est pas que de l'inné. Il y a une partie, faut avoir un petit grain, mais c'est quand même, ça se travaille, quoi. Et ça se travaille tous les jours. Alors voilà, on a parlé je fais une petite précision, hein, je parlais de la maladie mentale. Voilà, attention, c'est un sujet très Ouais. sensible qui mérite d'être respecté. Bah, Voilà, bien c'est un thème sûr. sérieux qui mérite écoute et respect. Donc voilà, Mm. en parler avec humour évidemment, mais on Mm. retire rien à l'importance de l'écoute et du respect. Voilà, c'est un sujet assez sensible et loin de C'est moi clair. l'idée, voilà, de dénigrer. Mm. euh, ce, ce, Ouais. ce problème-là, voilà. Est-ce que toi, c'est important pour toi d'être à Paris parce que tu parles beaucoup d'ambiance, que ce soit pour Ouais, ouais. les jeux vidéo, le doublage, tu as commencé par les ambiances. Moi, je pars du principe que quand on travaille loin des studios et home studio, bah, c'est compliqué parce que on fait pas d'ambiance au home studio, Mm. c'est hyper rare, ou alors sur de la fiction sonore. Euh,
est-ce que pour toi, c'est vraiment essentiel d'être sur Paris pour justement commencer par les ambiances et après, derrière, avoir des seconds rôles, premiers rôles? Est-ce que pour toi, c'est vraiment important? Bah, ça dépend dans quel type de projet tu veux bosser. Le doublage, ça se fait aussi dans d'autres pays, hein, donc il n'y a pas que Paris. Mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de doublage qui se fait dans les autres villes en France. Il y en a, je crois, mais c'est vraiment pas la majorité, quoi. Je À pense que Lyon, ouais. 95% doit se faire à Paris. Donc, si le projet est sérieux, en doublage, oui. Euh, Pareil, on parlait de radiofiction, Radio France, c'est basé à Paris, quoi. Mm. Donc ça, pour le coup, malheureusement, les séances qui se font en studio à Paris, ouais, ça t'ouvre des portes. Après, tu pourras très bien me dire, je me fais un peu l'avocat du diable, ouais, mais bon, tu peux très bien avoir une très bonne qualité aujourd'hui en home studio. Plein de gens qui sont équipés avec un home studio qui est tout aussi bien que n'importe quel studio à Paris. Oui, mais culturellement, dans les mœurs, ça se fait pas encore comme ça. On peut se faire diriger sur de la narration, on peut se faire diriger sur du voice-over. Il y en a même qui dirigent à distance depuis d'autres pays des comédiens à Paris, mais c'est anecdotique. Et le gros du boulot, des premiers rôles, des trucs comme ça, des ambiances forcément, se font en Île-de-France, quoi. Mm. Mais on peut être très heureux et réussir dans sa vie en faisant des grosses pubs autre part qu'à Paris, hein. Ça, Mm. c'est possible. Et il y a tout un tas d'autres projets qui se font sans direction, ou alors qui se font en direction à distance. Tous les boulots qu'il y a, je sais pas, sur voices.com ou Voix 1, 2, 3 ou des trucs comme ça, Mm. que tu sois à Paris ou que tu sois au Mans, ils s'en foutent, hein. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai que beaucoup de comédiens voix Ouais, vivent de leur métier en home studio, ouais. bien sûr. Ouais, il y en a plein qui. Je crois que tu as interviewé Estelle Hubert, voilà. Elle Ouais. a déjà mis, enfin, elle a déjà mis les pieds à Paris, mais tout son boulot, elle le fait où elle le fait, quoi. Ouais, c'est clair. Et elle le C'est fait très grave, bien. hein. Donc, il n'y a pas de. On parle d'une référence dans la voix. Ouais, ouais, ouais. Bah, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais parler justement par rapport au vélo. J'avais dit qu'il y avait une petite anecdote là-dessus. En Ouais. 2021, tu as parcouru 4000 km à vélo sur ton Tour de France, ça se voit. Ah ouais, ouais, Ton métier de voix ressemble un peu à ce voyage, hein. Chaque pub, chaque ouais. doublage, chaque livre audio, c'est comme une étape avec des côtes raides, des descentes cuisantes, des longues lignes droites où tu trouves ton rythme. Est-ce que toi C'est une aussi belle tu vois ta analogie. carrière comme une grande traversée comme ça, où l'endurance et le plaisir du chemin comptent autant que l'arrivée? Euh, et parle-nous un petit peu Bah, ouais, ouais. de tes 4000 km, quoi, parce que Bah, c'est franchement, ouais. sympa, ça. Ouais, ouais, je le conseille, je le recommande. C'est hyper cool comme façon de voyager. Après, je l'ai fait à un moment où je pouvais, déjà physiquement. Et puis aussi, on sortait de multiples confinements. Moi, j'en avais vraiment marre d'être enfermé. Et, mais le truc, là où vraiment ça fait un peu la comparaison avec ce que je fais dans la voie ou n'importe qui, voilà, qui va se lancer là-dedans, faire 4000 km, donc j'ai fait, en gros, j'ai fait un tour de France par les côtes. Hmm. Du coup, pas des endroits, mais grosso modo, j'ai fait un cercle, donc j'ai pas fait un aller-retour. En fait, le fait de toujours avancer et juste de se dire, bah, la prochaine étape, c'est celle-là, sans se dire, il y aura toutes les conséquences derrière de revenir, Hmm. ça, ça rend les choses plus faciles. Tu vois, si tu te dis tout de suite, bah, j'ai envie d'avoir un premier rôle dans tel truc ou je veux absolument que ça marche, ah bah, ça fait que la montagne est haute, quoi. Alors que si tu te dis, bah, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait ce parcours à vélo. Je me suis dit d'abord, le premier jour, je vais faire, j'étais avec ma copine, on allait jusqu'à Honfleur, on faisait 30-40 km par jour. Hmm. Euh, Plein de gens qui peuvent le faire. Pour être sûr de pas se blesser, pour être sûr de commencer à prendre le rythme. Et au début, je me disais, je suis pas sûr d'aller très loin. Et puis petit à petit, en continuant, en avançant, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais en fait, ton corps s'habitue Hmm. et ton mental aussi. Et je trouve que
bah, quel que soit le truc que tu fais, vrai conseil de grand-mère, y aller petit à petit euh, et sans réfléchir à merde, quelles vont être les conséquences, qu'est-ce qui va se passer derrière le chemin du retour, bah ça te permet en fait petit à petit d'aller loin quoi. Moi, je faisais pas forcément beaucoup de vélo avant. Ah ouais? Ah J'avais bah dis donc, t'as éclaté les records, là. ben, en fait n'importe qui peut se mettre à faire 20 km par jour, puis 30, puis 40. Et puis en fait, dormir par terre dans une tente en pleine forêt, en fait, Ah oui, n'importe ça a dû qui. être une sacrée logistique, ça. Il y avait Ben, Vous aviez un planning quand même ben, pas tant. Ma copine m'a laissé à en faire, moi j'ai continué mon petit chemin. J'ai acheté ma tente à l'arrache, j'ai acheté mon duvet à l'arrache. Au début, je sonnais chez des gens pour dormir dans leur jardin. Après, j'ai rencontré des collègues qui étaient en home studio, par exemple Audrey Lemeur qui m'a accueilli en Bretagne. Elle a dormi dans un lit. J'ai continué de faire ça, mais non, t'as pas forcément de plan. Et en fait, c'est pas difficile. Genre, plus tu le fais et plus vraiment ton mental s'habitue, quoi. Ah ouais, non mais... Chapeau, hein, bravo. Ouais, ouais, bah, mais encore une fois, vraiment, ton corps s'habitue à tout. Il y avait un mec, je suis allé au Vieux Campeur pour m'acheter une tente. Et il y avait un mec avec qui je parle, et qui lui, je sais plus, venait réparer sa tente. Et je lui demande, ouais, vous faites quoi et tout? Il me dit, bah moi, non, il me demande ce que je fais. Je lui dis, bah je vais faire un tour de France à vélo. Il me fait, ah, c'est cool. Et j'ai dit, et vous? Il fait, bah moi, je viens de finir un tour du monde à vélo. Je fais, oh putain. Et du coup, je lui dis, genre, vous avez un conseil pour n'importe qui, voilà, qui se met à faire du vélo, je suis débutant et tout. Et il m'a juste dit, il me dit, le corps s'habitue à tout en 3 semaines. Il me dit, passez les 3 semaines et vous vous habituerez à tout. Et je trouve que ça, c'est vrai pour tout. Euh, Tu, tu fais du livre audio, si t'en fais pendant 3 semaines, la quatrième, elle va être beaucoup plus facile. Enfin, je sais pas, tu veux prendre une habitude, te lever tôt, tu veux faire du sport et tout, les 3 premières semaines, elles sont horribles. Après, en fait, ton corps, il s'habitue, quoi. Hmm. Donc, Ouais. ouais, voilà. Bah écoute, hein, si les débutants ou les gens qui vont écouter ou regarder l'émission ont des questions par rapport à ce périple, ils peuvent revenir vers toi Ok, euh, cool. pour en discuter. Alors, on a une minute, tu as une minute pour répondre aux deux dernières questions. Ouais, je mets un Ouais, peu de pression, je suis un peu comme ça. allez, d'accord, très bien. Alors, Je me avec toutes fie à ces la règle. expériences, pub, doublage, livre audio, docu, jeux vidéo, comment vois-tu évoluer le métier dans les prochaines années pour toi et pour tout le monde? Et si tu Ouais, devais choisir un seul registre à explorer demain, ce serait lequel? ok. Seul registre à explorer demain, ce serait le livre audio. Je trouve ça trop cool à faire. Et comment évolue le métier? J'imagine que tu en as parlé avec beaucoup de gens, il y a tout ça. Pour le moment, je trouve pas ça encore convaincant. Ça le sera sans doute un jour. Je suis plutôt pessimiste globalement, sauf si règlement qui nous protège tous, mais j'y crois pas totalement. Mais après, je me rassure en me disant que c'est pareil pour tous les métiers en fait. Que ce soit un comptable, que ce soit un comédien, que ce soit... ça risque de renverser tellement de choses. Et je me dis limite, bon, ça va faire comme un peu le boulot de menuisier ou des trucs comme ça. Il y a Ikea qui est arrivé. Faire son gagne-pain en faisant des tables, bah, ça va devenir compliqué. Il restera les ébénistes, il restera ceux qui vraiment vont travailler sur des projets sur mesure. Et donc pour ça, je pense qu'il faut vraiment améliorer, vraiment être excellent en jeu, en plein de choses. Et ça va être d'autant plus difficile de rentrer dans le métier. Ça va être difficile d'y rester. Mais, mais voilà, je pense faut continuer de travailler, faut bien travailler avec sérieux, sans trop se prendre au sérieux. Et, euh, et ça va remettre en question beaucoup de choses. Beaucoup d'acquis que tu as de te dire, bah tiens, mon métier, je sais faire ma table, je vais faire la même de mes 20 ans à mes 60 ans. Bah là, va falloir réussir à se renouveler. Les meilleurs resteront. Et encore. Mais au moins, ça va remettre en question beaucoup de choses. Bon, 1 minute 30, c'était un peu dur, hein, 1 minute. Mais bravo quand même, bravo à toi. Bravo pour l'effort. T'es mieux en vélo. Je te remercie Thomas d'avoir partagé ce moment Bon, de rien. et puis voilà, puis Merci à à toi, Alexis. bientôt, Merci. passe une bonne journée et puis à plus tard. Et bah, avec plaisir. À une prochaine. Allez, bonne Salut. continuation à toi. Ouais, merci. Toi aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve pour un prochain épisode.
Ciao, bonne journée. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix, présenté par Alexis.